Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est tous les jeudis, c'est 10h midi, on reprend cette matinale, c'est un peu la rentrée pour nous déjà, ce matin. Ça va la famille, tout le monde est en forme? Bah oui. Ça va. Eh bien ce matin nous avons Willy de retour, Max le retour, et puis le retour aussi de Tom et de moi-même bien évidemment. On est ensemble jusqu'à 12h pour cette matinale, on va vous parler jeux vidéo, on va vous parler musique, on va vous parler film, on va vous parler séries, on va vous parler Tech Generation, on va vous parler de plein de choses. Et c'est jusqu'à 12h et comme tous les jeudis matins, on va commencer en musique tranquillement avec l'actualité et surtout le classement des meilleures ventes de disques en France sur cette dernière semaine. Alors bon, on n'était pas là depuis 15 jours, donc je vais pas vous demander si vous avez une petite idée de qui était numéro 1 et numéro 2, ça va être compliqué. Alors je vais vous faire un résumé assez rapidement. Top single, c'est Soul King qui est au sommet, suivi de Jungeli et Peggy Goo qui progressent. C'est quoi ces noms? Mais qui sont ces inconnus? Qui sont ces gens? 5e semaine consécutive pour Soul King et Gazzo quand même, qui trônent en tête du top singles avec Casanova, le tube. C'est du rap, mais bien sûr, mais bon, ça cartonne en streaming. Pour ça qu'on connaît pas, quoi. Peggy Goo, quoi. Voilà. Derrière, très peu de changements, si ce n'est la percée inattendue du titre Petit Génie de Jungeli. Voilà, je sais pas si vous connaissez cet artiste. Non. Et c'est une dégringolade de Freeze Corleone. Et puis il y a une grosse progression pour Peggy Goo. Vous connaissez pas Peggy Goo? C'est un personnage de dessin animé, non? Ça a l'air. C'est une DJ. D'accord. Voilà. D'accord. Je connais pas. Je connais pas du tout. Allez, le top album, à votre avis, vous savez à peu près, ça a bougé pour ces 3 dernières semaines? Pas du tout. Bon, il n'y a pas de changement non plus, au top album. C'est Nino qui occupe toujours la première place du classement en France, tranquillement, devant la bande originale de Barbie, puisque ça cartonne toujours. Meilleure entrée de la semaine, elle est signée d'un certain, vous n'allez pas me croire, David Bowie. Non. Incroyable. C'est un anniversaire d'un album. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Ah bon? Avec les vacances d'été qui se poursuivent sous la chaleur d'août, les classements sont relativement calmes. Donc voilà, Nino se positionne toujours donc en leader avec Ni pour la 6e semaine non consécutive. L'artiste le plus certifié de l'histoire du rap français assoit donc sa domination avec 6700 ventes au compteur. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. C'est quand même en recul de 13%. 6000. C'est clair. Un recul qui ne l'empêche quand même pas de maintenir à distance Jul, qui gagne 2 crans avec C'est quand qu'il s'éteint, avec 4000 exemplaires écoulés et apportant peu de choses à ce classement très masculin. La bande originale de Barbie, emmenée par les tubes notamment de Nicki Minaj ou de Dua Lipa, trône encore sur le podium grâce à 4000 inconditionnels. Et voilà, il y a 33 ventes qui séparent les deux disques, ce qui n'est pas énorme. Travis Scott donc résiste également. Et puis David Bowie vers les étoiles dans la suite du classement. Sans agitation, Queen fait de la résistance et se classe 15e avec son Platinum Collection, ce qui est incroyable. Et il progresse de 2 rangs avec 2000 ventes comptabilisées. Et en revanche, ça baisse pour le groupe de K-pop féminin New Jeans qui passe de la 8e à la 19e place avec son EP Get Up. Et puis David Bowie, l'icône du rock britannique qui réentre en 45e position avec Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Tiens, c'est rigolo ça. C'est incroyable parce que ce titre c'est 70, tu vois. C'est vieux, je remonte de loin, je pense. Film musical, c'est un concept qui ressort sous la forme d'une réédition collector pour son 50e anniversaire. C'est pour ça. Donc dedans vous avez 2 CD, un Blu-ray. Voilà, donc il y a eu 1400 ventes qui se sont effectuées là la semaine. Tu le sens le désespoir là, à chaque fois qu'il y a des rééditions, des groupes comme ça, et puis ça remonte, c'est que les mecs, les gens réclament un peu des ventes de rap. Dès qu'il y a un truc de réédition, tout le monde se précipite dessus. Ce qui me navre le plus, c'est que je me dis quand même que les gens achètent des choses, c'est du vent, parce que quand on voit du streaming, t'achètes du vent quelque part. Et il n'y a rien qui t'appartient. 1400 ventes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ah oui, c'est très très du tout, quoi. Ouais. Je veux dire, faudrait que je fasse un test, je regarderai quand il a sorti ce titre, combien il en a vendu à l'époque. Tiens, pour rigoler. C'est pop, c'est top. It's pop music. Hi, this is Sam Smith. What's up, y'all? I'm Alicia Keys. Hey, this is Imagine Dragons. Top music. C'est l'actualité pop de la semaine et c'est Tom tout de suite. On va parler de Stromae aujourd'hui et d'IA, encore une fois, un sujet qui revient très souvent. Donc vous avez peut-être pu voir passer ça la semaine dernière. Stromae a annoncé pour les 10 ans de son album Racine Carrée une réédition collector exclusive, à la fois en vinyle et en CD, avec un livre photo qui documente toute la création de son album et de sa tournée.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Racine Carrée, c'est l'un des albums français qui s'est le mieux vendu de ces dernières années. C'est 6 millions d'albums vendus dans le monde, plus d'1,5 milliard de streams pour Papa Outé sur toutes les plateformes confondues. Et en tout, c'est 6 milliards pour tout l'album. Ça coûte 137 € le collector vinyle de Racine Carrée, ce qui est quand même un petit billet. Et si vous voulez la version CD, c'est 34 €. Donc voilà, c'est une petite réédition qui va bien se vendre à mon avis, même si je pense qu'il vend encore très bien l'original. C'était quand même une tournée de dingue, c'est ce qu'il a aussi cassé. Il a fait je ne sais combien de dates à travers le monde, ça a été un succès, un des rares artistes connus à l'international. C'est ce que je veux dire, parce que ça a beaucoup marché à l'étranger, ça en plus. Et je vois des fois des artistes, je voyais quand il est sorti Multitude, des artistes américains qui partageaient des stories de Stromae et tout. C'est dire, on dirait pas qu'il a vraiment une influence très importante, pas qu'aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays du monde. On peut s'amuser à voir sur Spotify les villes dans lesquelles il est le plus écouté. C'est pas forcément des villes françaises parfois. Et maintenant, je vais parler d'un article que j'ai vu, un article spécialisé sur le site de Music Business Worldwide sur les enjeux que représentent les covers d'IA, les reprises deepfake qu'on appelle aussi. Parce que ça inquiète les labels. Tu m'étonnes. Bah oui, je écoute ça en ce moment. Ça inquiète énormément les labels. Alors il faut savoir que ces derniers mois, on a pu voir différentes reprises faites à partir d'IA qui ont généré beaucoup d'attention, mais aussi de controverses sur Internet. À tel point que les majors ont parfois réagi de façon drastique en faisant purement et simplement supprimer ces contenus sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. YouTube et tout ça, ouais. En effet, et ça continue. Et à l'heure actuelle aux États-Unis, plusieurs labels réfléchissent à créer un système de licence pour espérer contrôler la prolifération de ces covers d'IA tout en récupérant l'argent afin de le garder pour eux et aussi le redistribuer aux ayants droit. Puisque bien sûr, le droit d'auteur oblige. Sachant que là, c'est spécifique aux États-Unis, chaque pays a un système de droit d'auteur différent, et là, on va vraiment se concentrer sur le système américain qui fonctionne à partir du copyright, et donc ils veulent mettre en place ce système de licence. Il faut savoir que par rapport en France, juste ça, on n'est considéré auteur qu'une personne physique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc actuellement, une IA ne peut pas être considérée comme auteur. Donc voilà, dans la loi, il y a vraiment un principe philosophique derrière. On n'a pas exactement la même définition parfois d'un terme comme qu'est-ce que c'est qu'un auteur selon le pays. Alors, il faut déjà savoir que pour faire une reprise avec une IA, on va prendre l'exemple de Take On Me de AA, qui serait chanté par Madonna, eh bien il faut bien l'entraîner l'IA. Donc avoir un répertoire de musique, en l'occurrence Take On Me déjà, l'instrumental, et plusieurs musiques de Madonna, pour que l'IA puisse comprendre le comportement harmonique, comment physiquement la voix de Madonna rend, pour pouvoir la reproduire. Et ça forcément ça s'appuie sur un catalogue. C'est comme Midjourney quand on en parlait plusieurs fois. On est obligé d'avoir des œuvres. L'IA ne peut pas comprendre d'elle-même. L'IA ne comprend rien. c'est juste une immense base de données en fait. Et donc actuellement des pourparlers sont en cours avec l'idée de créer un cadre légal en faisant des licences pour les mélodies des artistes et des voix, des chansons, pour un usage avec des intelligences artificielles. Mais ce système causerait, selon les labels, 3 menaces qu'il s'agirait d'envisager. Et c'est assez intéressant parce que le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce qu'en ce moment, c'est une pratique plutôt d'amateur. Mais avec l'évolution de l'IA, et déjà, à mon avis, ça se fait déjà à l'heure actuelle. Il y a déjà une commercialisation. On le voit par exemple dans les banques d'images en ligne où il y a déjà du contenu généré par des IA. On paie des abonnements. Alors déjà, on peut payer un abonnement pour les Midjourney, mais si en plus on achète du contenu qui a été généré sur Midjourney, etc., imaginez que pour la musique, ça peut être le même problème. La première menace, ce serait qu'un afflux de nouvelles reprises faites par des intelligences artificielles, ça pourrait réduire la valeur du contenu produit par un artiste. Si on autorise, admettons, l'utilisation de la voix de Drake avec une licence, les labels disent vous pouvez acheter une licence qui vous permet d'utiliser la voix de Drake pour créer des covers d'IA, eh bien potentiellement des milliers de fans pourraient créer de nouvelles musiques, des reprises ou des musiques originales, parce qu'ils pourraient très bien chanter un truc et se disent tiens, tu remplaces ma voix et tu mets celle de Drake par-dessus. Et sur ces musiques, il y en a certaines qui pourraient buzzer, comme ce qu'on voit à l'heure actuelle. Ce qu'on disait hier.
Le truc, c'est que si Drake et sa maison de disques recevraient de l'argent, les nouvelles musiques originales de Drake, elles pourraient être aspirées dans ces... Oui, noyées complètement dans le truc, quoi. Exactement. Ce qui pourrait complètement foutre en l'air une promotion pour un single et pour un album. Oui. Donc, certes, tu gagnes de l'argent, mais le travail que tu fais à côté pour tes musiques originales, c'est complètement le chaos, en fait. T'imagines même l'impact pour des artistes qui basent un peu leur popularité sur la discrétion et la rareté. C'est-à-dire qu'on attend vraiment l'album parce que c'est assez rare, c'est assez éloigné. Alors s'il y a des covers qui ressortent, genre Adèle. Oui, voilà, tu sors le truc, bah oui, mais on t'entend tous les jours, tout le temps. Exactement. C'est vrai, j'y avais pas pensé à ça, ils le disent pas dans l'article. Et en effet, voilà, tu n'es plus maître de la communication. C'est quelque chose qui va revenir par la suite. Mais en effet, on voit que on prend déjà une partie de l'artiste. Selon moi, mais je pense que c'est pas que subjectif, il est quand même censé avoir un contrôle sur son œuvre. Il y a le label qui a aussi un contrôle là-dessus, puisqu'il autorise les enregistrements qui seront commercialisés ou pas. Mais c'est quand même très important de maîtriser tout ça. Donc là, pour continuer, si on admet par exemple qu'une musique créée par une IA avec la voix de Drake devient son plus grand succès, est-ce qu'à ce moment-là il va falloir qu'il la chante en tournée? Parce que si tu t'es en tournée et tu chantes pas la musique qui fonctionne le plus, les gens ils vont être un peu tristes. Ça. Donc voilà, ça pose toutes ces questions. Et aussi, est-ce qu'il devra une petite somme au créateur de la musique, même si cette personne a juste rentré des prompts pour dire on retourne carrément le principe de création. Hein. Voilà, donc ça c'est des questions qu'il faut se poser. On n'a pas de réponse clairement établie dans le cadre légal. C'est clair. Et ça, c'est que la première menace qui est envisagée. Ils donnent un autre exemple. Ils disent que les artistes pourraient aussi se retrouver sous pression d'autoriser les deepfakes. On va dire à ce moment-là, tiens, tel artiste autorise l'utilisation de sa voix, mais un autre artiste non. Et on a déjà eu ces débats à la BBC par exemple, où Sting disait que lui il était contre. À l'inverse, Grimes, la femme d'Elon Musk qui fait de la musique électronique depuis maintenant plusieurs années, elle avait dit clairement, moi je suis pour, et elle a même fait un projet en bêta où en fait elle propose ce système de création d'IA. Elle dit à ses fans, crée des musiques avec ma voix, ok. Bon, par contre derrière elle récupère 50% des royautés, donc voilà. Moi, je chante comme une merde, donc c'est pas grave, mais donc ça risque pas. Non mais c'est vrai, tout on disait avec toi, imagine, moi je fais une chanson, c'est moi qui écris les paroles, qui fait la musique, je prends la voix de Sting, je la colle dessus. C'est moi qui écris les paroles, c'est ma musique. Ouais. C'est peut-être pas ma voix, mais je la trafique légèrement. C'est compliqué quand même. Oui, bien sûr, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et encore. La différence, c'est que là, il y a la chance d'avoir le poids financier et commercial de majors qui mettent vraiment le nez dessus. Ce qui n'est pas le poids pour les illustrateurs qui ont le problème depuis bien plus avant que les IA vocales et qui eux ont pas de major, ont pas de machin parce que ça rapporte pas assez et qui s'en bouffent, je te raconte pas. On est toujours un peu noyé dans le flou artistique et c'est très compliqué puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais Adobe avec Photoshop ont mis en place une IA et dans le catalogue de l'IA tu trouves des noms d'auteurs, d'illustrateurs qui n'ont jamais donné leur accord pour qu'ils soient utilisés dans un logiciel Adobe. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça je savais pas. Bon, j'ai vu que l'IA était monstrueuse par contre. Voilà, donc c'est comme d'habitude, ils font bien leur business, ils donnent des gros abonnements très chers pendant l'année, mais eux aussi ils passent bien le droit d'auteur, ils s'en tamponnent. Ouais. Et c'est pas des petits que vous trouvez dedans. Mais les mecs ont dû porter plainte, non ? Les trois quarts, mais personne n'est pour, de toute façon. Ah oui, c'est clair. Alors, c'est peut-être un avantage ici parce que si les majors mettent le nez dedans, ça peut-être permettre justement dans tous les secteurs de. C'est que comme ça que ça peut avancer. Déjà, on a les grèves aussi aux États-Unis avec les scénaristes, puisqu'ils utilisent déjà des IA pour continuer le travail de scénaristes qui ont posé des bases pour des séries ou des films. Et à la fin de l'article, ils donnent un autre exemple. Les deepfakes pourraient être un frein au fait de découvrir des artistes émergents. Admettons, Johnny Hallyday qui ne fait plus de musique originale, si on se met à faire de nouvelles musiques, les fans Pokémon par exemple. Ils vont continuer de faire des musiques, donc on va continuer d'écouter ses artistes préférés. Potentiellement, alors pas de manière drastique, mais ça pourrait faire en sorte que les gens ils vont moins vouloir découvrir de nouveaux artistes. Ça pose aussi d'autres problèmes, par exemple. Il le disait un peu plus tôt, je crois, dans l'article, mais s'il y a des artistes qui ne font quasiment que des reprises, et il y a aussi des tournées de reprises. Si on vous vole un peu la vedette avec des IA, ces artistes-là vont moins marcher. Alors que ça marche bien les tournées de reprise, de manière locale ou même nationale. Aux États-Unis, ils font des tournées de reprise pour plein d'artistes et ça fonctionne vraiment très très bien.
Moi je dis que c'est le public aussi qui fera. Alors il y aura des choix légaux, il en faut de toute façon, parce que sinon ça va être n'importe quoi, ça va partir dans tous les sens. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas, je sens que le public au bout d'un moment, enfin les gens qui consomment vraiment vont pas aimer non plus ne pas savoir que c'est la personne qui a vraiment chanté, comme que c'est une machine qui a fait ça, et qu'à un moment donné tu vas plutôt apprécier quelque chose qui a vraiment été fait à la fin, à la main, etc. De la même façon qu'on apprécie un vinyle par rapport à l'objet, de se dire ça on sait que c'est vraiment quelqu'un qui l'a fait. Je vois la démultiplication des couvertures par IA qui sont faites sur Bandcamp, en particulier dans le secteur de tout ce qui est musique un peu indépendante, drone, ambiante, etc. J'en ai ras-le-bol. Un gros label comme Creschamber qui faisait travailler des illustrateurs, qui faisait des montages, qui faisait des trucs super chouettes, maintenant c'est du mi-journée, en veux-tu en voilà, quoi. Et à chaque fois qu'ils passent, il y a toujours quelqu'un qui leur fait remarquer, dommage que ce soit une IA, quoi. Donc il y a toujours quelqu'un, c'est quelque chose qui revient, ça passe pas inaperçu. Les gens s'habituent pas, et les gens sont de plus en plus gênés par ça. Voilà. Donc peut-être que ça aussi ça va jouer. C'est le fait, oui, mais c'était drôle au début, mais maintenant les covers IA, ça va, quoi. Et oui, nous sommes en direct sur Honey Radio, 11h03. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre un instant, la matinale bien évidemment, avec Winnie tout de suite qui va nous parler donc de sa CD Tech. Vous savez, depuis quelques semaines également, on fait le point un petit peu sur des choses que vous avez peut-être dans votre discothèque ou dans votre CD Tech. Alors, on a parlé beaucoup de musique de film avec des choses assez intéressantes, voire des fois incroyables. Et puis là, Willy a choisi de nous donner 6 CD, c'est ça? Non, 5 CD que vous devez, on va dire, presque obligatoirement avoir avec vous. Je me suis dit c'était l'été, je sors pas de la CD Tech pour autant, même si à l'avenir j'essaierai de vous faire aussi une petite chronique par rapport à des choses que j'ai trouvées sur Bandcamp, parce que là j'ai un peu craqué, j'ai pris 16 albums d'un coup de Space Ambiance, etc. Il y a des choses absolument géniaux, vraiment, c'est pour moi ça fait partie, c'est une balle au trésor, moi, Bandcamp, c'est le truc, je trouve des machins, c'est incroyable. Mais dans la CD Tech aussi on retrouve des choses incroyables qu'on avait achetées à l'époque, genre des années 90, et tu dis mais c'est vrai que j'ai ces albums, et je me suis dit il y a quand même des albums qu'on a beaucoup, dont des titres ont fait des cartons pleins, vraiment des cartons, on les a entendus à la radio, et depuis plus rien, on les entend plus. On préfère nous sortir toujours le même morceau de U2 ou le même morceau de Dépêche Mode qui retombe en boucle, alors qu'ils en ont fait très très bien, et ceux-là on les entend plus. Et je me suis dit ça valait le coup de faire un petit point sur ces albums que vous devez avoir dans votre CD Tech, ou vous devriez avoir dans votre CD Tech, parce que ils sont cultes, on va pas se mentir, ou en tout cas ils ont marqué leur époque, une époque qui va aller de fin des années 80 jusque vraiment début 2000, fin 90. Donc vous allez la plupart du temps les reconnaître, vous allez vous dire ah mais oui je connais, et je vous propose de tout de suite de commencer par un premier groupe que vous connaissez peut-être moins, par exemple c'est Steelskin.
1994. 1994, je vous le montre, j'aime beaucoup cette couve. C'est une iris, c'est un iris, pardon. Voilà, on a les 4 membres du groupe derrière. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y avait un truc qui avait pété à l'intérieur. On voit toujours l'iris à l'intérieur avec l'œil, etc. Il est vraiment sympa cet album. Il y a 11 morceaux et l'album il est vraiment bien. Donc Silsing, c'est un groupe de rock écossais qui a été formé en 94. Il est principalement connu pour la chanson que vous venez d'écouter, Inside, qui a été utilisée dans une campagne publicitaire pour le lancement de la voiture Ford Mondeo en Europe. Et ma mémoire faisait défaut. J'étais persuadé que c'était une pub Levi's, bizarrement. Voilà, parce que je sais pas, ça ressemblait vraiment à une pub, tellement à une pub Levi's et non, c'était Ford Mondeo, donc avec une espèce de une famille un peu mormone qui se déplace en charrette et qui découvre un mec qui se baigne, etc. Et qui marche en boucle, et forcément, ça a vraiment cartonné. Et ce titre est rapidement devenu populaire grâce à cette campagne et il atteint le sommet des classements musicaux dans plusieurs pays. Le groupe Silskin a été formé par le chanteur et compositeur Peter Lawlor, qui avait précédemment travaillé avec d'autres groupes. Et après le succès de Inside, le groupe a sorti un album éponyme qui comprenait la chanson ainsi que d'autres morceaux, celui qu'on a ici. Cependant, malgré le succès initial de Inside, Silskin n'a pas réussi à maintenir une carrière long terme et finit par se séparer peu de temps après. C'est vraiment le coup marketing, typiquement. On en a plein encore par la suite. Au cours des années 90 et 2000, donc Fatboy Slim a sorti plusieurs albums à succès, pardon. Oui, tels que Better Life in Full Chemistry, You've Welcome a Long Way Baby, donc celui-là, et Halfway Between the Gutter and Stars. Ces morceaux emblématiques incluent The Rockefeller Skunk, Praise You, Weapon of Choice et celui qu'on vient d'entendre, Right Here, Right Now. Ces titres ont contribué à populariser la musique électronique auprès d'un public plus large et ont marqué la culture populaire de l'époque. La couverture, pour la petite anecdote, la couverture on la connaît, donc sur la couverture ce n'est pas Fatboy Slim, à l'époque on disait mais c'est peut-être lui le Fatboy. Non, alors il s'avère que c'est une photo qui a été prise durant un festival, le festival des gens gros, qui se déroulait dans la ville de Danville en Virginie en 1983, et la personne en question n'est pas identifiée, on ne sait pas de qui il s'agit. Bon, certainement il y avait une session de droit, mais on ne connaît pas son nom. Voilà, donc même, ça, voilà, même la personne que vous voyez dans son clip, c'est pas lui, il avait le t-shirt, mais c'était une autre personne. Voilà. C'est bien un sample. Celle-là. C'est bien un sample qu'il a pris. Il a pris le sample de James Gang. C'était Ashes, The Rain and I. Voilà, c'est un sample des années 70, disque qui était sorti chez ABC. Donc ça encore, voilà, comme pour Inside de Silskin, c'est des choses qu'on tournait en radio, et d'un seul coup. Disparition inexpliquée, alors que Slim, rien qu'à la. J'aimerais d'ailleurs qu'on y revienne. Vous voyez la couverture, en la voyant, vous la reconnaissez. Oui, bien sûr. sûr. On va voir autre chose derrière, vous allez tout de suite percuter. L'importance de ces couvertures. On parlait des IA, etc., mais l'importance de leur personnalité, de ce qu'elles évoquent chez nous, c'est par rapport aux musiques, etc. Il y a des albums où vous êtes incapable de dire à quoi ressemble une image. Il y en a d'autres, rien qu'en voyant l'image, vous vous dites, voilà, je connais cet album immédiatement et j'aime cet album. On passe à un autre album, troisième album culte cette fois-ci, qui date de 1988. C'est les Pixies avec Surfer Rosa, et je vous propose d'écouter un titre culte des Pixies. Ah oui.
Alors Where Is My Mind, c'est un morceau qui est très très connu des Pixies. Si vous aimez, en particulier, on l'a entendu à plusieurs endroits, mais si vous aimez Fight Club, excellent film. C'est la musique de fin qui colle tellement, au film lui-même. Voilà, moi c'était un peu la cerise sur le gâteau. Je vous le cache pas, quand j'ai vu le film à la fin, j'ai été transcendé et quand en plus j'ai entendu cette musique à la fin, j'avais des spasmes. Qui n'est pas un groupe anglais, faut le dire, parce que souvent les gens pensaient que non, c'est un groupe américain. Exactement. Et oui, c'est un rock alternatif américain formé à Boston, Massachusetts en 1986. Et oui, ils sont pas britanniques, c'est vrai que ça sonne britannique. Et ils sont connus pour leur mélange unique de rock, de punk, de pop et d'éléments expérimentaux, ainsi que pour l'influence majeure vraiment sur la musique alternative des années 80 et au-delà. Le groupe a été fondé par le chanteur-guitariste Black Francis, également connu sous le nom de Frank Black, la bassiste Kim Deal, le guitariste Joey Santiago et le batteur David Lovering. Les Pixies ont sorti leur premier album Surfer Rosa, donc c'est celui-là en 88, suivi de Doolittle en 89. Ces deux albums ont été particulièrement acclamés par la critique et établi les Pixies comme un groupe novateur et influent. Leurs chansons sont souvent caractérisées par des changements dynamiques d'intensité, des paroles énigmatiques et une combinaison de mélodies accrocheuses avec des éléments plus bruts. Malgré leur impact artistique, les Pixies n'ont pas connu un énorme succès commercial pendant leur existence initiale et ils se sont séparés en 93. Cependant, leur influence, et oui, c'est pour ça comme quoi il y a de la justice, a continué de croître et de nombreux groupes ultérieurs, y compris Nirvana, ont cité les Pixies comme une source d'inspiration majeure et on comprend pourquoi quand on réécoute, effectivement, ils étaient vraiment avant-gardistes. Et en 2004, par contre, les Pixies se sont formés, ont repris leur activité musicale, réalisant des tournées et sortant des nouveaux albums, dont Indie Cindy en 2014. Bah oui, il y a un peu d'injustice aussi par rapport à ça. C'est des albums qui sont marquants, mais qui ont une espèce de succès après coup, qui deviennent vraiment cultes parce que les Pixies sont un groupe absolument culte. Il y a combien de morceaux ? Il y en a 21. Ah oui, 21, c'est un bel album. Mais un bel album avec une femme un peu dénudée, je ne montre pas trop de près parce qu'on est quand même pas sur Twitch. On va faire strike, mais il est hyper sobre. Peut-être que ça n'a pas aidé non plus. L'album est un peu sobre. Ça dénote par rapport à ce qu'on a vu par avant. C'était un peu avant-gardiste de faire une photo comme ça sur un petit coin avec un album majoritairement blanc. Voilà, il y a 15 morceaux. Ce morceau, je l'aime beaucoup parce qu'il est très très lourd tout du long. Puis il y a la voix de Chris Cornell dessus. Voilà, il est aussi sobre. Sobriété dans la noirceur et avec une cover aussi qui est devenue un peu culte avec Chris Cornell qu'on voit un peu hurler de façon floue, bizarre. Voilà, et c'est un peu un album parce que mis à part celui-ci Skin, etc., c'est des albums qui ont lancé des choses derrière, qui ont appuyé des styles musicaux et qui sont devenus un peu cultes justement par rapport à les groupes on les cite désormais dans ces styles musicaux et vous allez voir que le dernier vous allez le reconnaître tout de suite rien qu'à la cover en fait. C'est celui-là. Un petit crabe coloré. Je l'ai bien évidemment. Bien entendu, ça je m'en doutais. Voilà, moi, je fais partie de ceux qui ont découvert les morceaux de ce groupe sur la PlayStation en jouant à Wipeout sur la PlayStation 1. C'est le groupe absolument génial. C'est Prodigy. L'album The Fate of the Land qui est sorti en 1997. Et puis on va attaquer tout de suite avant d'en parler avec Smite My Bitch Up.
Ah, ça vieillit pas. Et puis dans le jeu, ça allait hyper bien avec le jeu Wipeout. Ouais, c'était avec le Fézard. Là, ça vieillit pas. Non, ça vieillit pas. Ça donne la pêche, c'est impressionnant. C'est une grosse musique électro. D'ailleurs, il a trouvé son nom grâce au synthé qu'il utilisait, le Moog Prodigy. D'accord. Ils ont pris le nom là, Liam, c'est le nom du créateur du groupe. Il s'est pointé avec une petite maquette chez XL Records, je crois, si je me souviens, un truc comme ça. Ils sont formés en 90 à Braintree en Angleterre. Le groupe était composé donc de membres tels que tu viens de citer, Liam Howlett, producteur et claviériste, Keith Flynn, chanteur et danseur, et Maxime Realty, qui était rappeur et MC. The Prodigy est devenu l'un des groupes les plus emblématiques et influents de la scène électronique des années 90 et au-delà. Ils sont réputés pour leur fusion novatrice et vraiment de différents genres musicaux, notamment de la dance, du breakbeat, du techno, du punk et du rock. Moi je les mets au même niveau que Rage Against the Machine, tellement ils apportaient un son, j'avais l'impression de jamais avoir entendu ça vraiment. Leur musique est caractérisée par des rythmes puissants, des samples vocaux distinctifs, des sons électroniques percutants et des performances énergiques. Leur premier album Experience en 92 a connu un succès considérable, mais c'est avec leur deuxième album Music for the Cheated Generation 94 qu'ils ont réellement marqué les esprits et consolidé leur réputation. Cet album comprenait des morceaux comme No Good, Start the Dance et Voodoo People. Cependant c'est l'album suivant, The Fate of the Land, celui-là 97, qui les a propulsés au statut de superstar mondial grâce à des hits comme Firestarter et Breathe. The Prodigy était salué par sa capacité à briser les frontières entre les genres musicaux et à apporter une énergie, une agressivité nouvelle à la musique électronique. Ils ont également été reconnus pour leur performance scénique électrisante, faut dire que qui s'y donnait bien, et leur vidéoclip distinctif, tragiquement, malheureusement, encore une fois, c'est toujours comme ça. Keith Flynn, comme Chris Cornell, le chanteur charismatique de The Prodigy, est décédé en 2019, comme Chris Cornell. Exactement. Et en raison de cette perte et d'autres facteurs, le groupe a annoncé qu'il ne continuerait pas à jouer en tant que groupe actif. Pour la petite anecdote, The Fate of the Land, cet album en 97. Moi en 97 j'étais à l'armée, je faisais mon service militaire, le service militaire qui disparaissait un an plus tard, les salopards. Et c'est le morceau et l'album qu'on écoutait à chaque fois qu'on prenait la bagnole pour sortir. Donc il m'a durablement marqué tellement on l'écoutait en boucle, et je trouve qu'effectivement, comme tous ceux qu'on vient d'écouter maintenant, ça ne vieillit pas. Non, c'est toujours, c'est le signe, c'est le signe du bon vin. On peut leur écouter tout cela, ces 5 albums là, je vous encourage vraiment à les avoir en MP3, même à l'écouter, les réécouter, tellement ils sont cultes. Ils sont pas cultes pour rien, que des gens de talent, dont certains manquent encore aujourd'hui, mais vraiment des perles encore pour les oreilles. C'est clair. Puis Prodigy, c'est clair, ils ont aussi amené quelque chose d'assez incroyable dans la musique électronique, puisque beaucoup de groupes à l'arrière ont toujours donné comme référence Prodigy, ne serait-ce que par l'utilisation des synthés. Ils ont vraiment ils allaient chercher des vrais sons qui faisaient eux-mêmes grâce au Moog, avec un synthétiseur analogique avec plusieurs oscillateurs, des gros boutons partout. C'était assez compliqué à utiliser. Bonjour tout le monde, jeudi 24 août, bonne fête au Barthélemy. On débute cette éphéméride avec les anniversaires de stars. Jean-Michel Jarre à 75 ans, 45 pour l'acteur et humoriste Alex Lutz, Fabienne Cara à 44 ans. Et Rupert Grint, Ron Weasley dans la série Harry Potter au cinéma à 35 ans. On termine cette éphéméride avec un seul événement. En 2006, Pluton n'est plus considéré comme une planète du système solaire et est reclassé en planète naine. Ça arrive, des nains, il y en a partout, donc voilà, c'est classique. Allez, il est. Petite interstellaire derrière là. Petite musique interstellaire. On l'entend à chaque fois. 75 ans quand même, Jean-Michel Jarre, respect. J'ai pensé à la même chose. C'est ce qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait aimer la musique électro et l'ambiance. Vraiment. Bravo en tous les cas, Jean-Michel. 11h32 tout de suite, c'est Checkpoint. It's go time! Checkpoint. Strap yourself in because we're set up, switched on and ready to go. L'actualité du jeu vidéo, présentée par Ça commence. J'aime ce que je vois à l'écran là. On a regardé hier avec. C'est le fanboy de base. Hier on s'est fait le truc complet, c'est énorme. Il va nous raconter ça. Pas mal de choses à dire. On va parler de Nvidia et puis ensuite de la Gamescom. Pourquoi je parle de Nvidia juste avant ? Parce qu'ils en ont profité avant le début de l'Opening Night Live de 2h qui a eu lieu mardi. Ils en ont profité pour parler du nouveau DLSS, leur technologie d'optimisation d'image. Qu'on utilise notamment lorsqu'on veut jouer en plus haute résolution en activant le ray tracing. Et forcément, Cyberpunk a déjà été utilisé, il le réutilise à nouveau à l'occasion de la sortie du DLC le mois prochain. Et alors qu'est-ce que c'est ce nouveau DLSS, non pas 4 mais 3.5 ? Déjà c'est un DLSS qui va être compatible avec toutes les RTX, donc vous n'avez pas besoin d'avoir la série 4000, si vous avez la 3000 ou la 2000 vous pouvez en bénéficier, ce qui est
une bonne idée de leur part parce qu'il me semble que le DLSS 3 était seulement disponible pour les nouvelles. Donc là, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire en sorte de proposer ça à tout le monde, ce qui est aussi une manière de faire venir les gens, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre d'acheter des 4000 à l'heure actuelle. Et ça peut se comprendre, parce que c'est pas donné. Ça veut dire que les anciennes cartes sont compatibles, c'est quand même des petits mains. Voilà, ouais. Et les 2000 quand même, qui ont quelques années, c'est bien. Ah bah oui, parce que moi j'ai une 2060. Donc une 2060, je pense que je sais pas si ça fait tourner. Oui, ça le fait tourner. Mais moi je joue à Cyberpunk et ça marche très très bien. Alors peut-être pas, je sais pas, en 4K en RTX, ça a peut-être pas donné, mais tu peux y jouer en 1080p avec le ray tracing et ça va fonctionner. Et il y a une nouvelle technologie qui a été introduite avec le 3.5, c'est une technique de ray reconstruction, reconstruction de rayons, et ça remplace la technique de denoising qu'ils avaient avant, une technique de débruitage qui est peut-être en fin de traitement. Je suis pas le spécialiste de traitement d'image, mais c'est ce qu'ils expliquaient sur leur site. Et ils ont aussi dévoilé Half-Life 2 RTX, ça va te faire plaisir, Manu. Ah bah c'est clair, j'ai vu le truc, c'est énorme. Et il faut savoir que cette fois c'est un projet communautaire comme ils avaient fait pour Black Mesa, donc ils ont aidé à la création du projet. Ça n'a rien à voir. Regarde. Un travail de texture, bien sûr. Regarde le truc. Mais regardez à quel point c'est magnifique, les reflets. Tu chiales. Et je pense qu'ils vont le faire pour tous les Half-Life et tous les jeux de cette époque emblématiques. Ça serait top quoi. Mais ça donne vraiment Déjà, les jeux sont beaux aujourd'hui. Si on y joue en full, avec une bonne résolution. Oui, de base, oui. Même avec des petits modes, c'est sympa. Mais là, franchement, on prend une claque. Et c'est clair. Regarde le clavier déjà, avant qui était tout pourri. Regarde le clavier, le vieux mappage de merde. Non, ça va être sympa. Et puis Half-Life, ça reste un jeu qui est comme la musique, ça se démode pas, tu peux le refaire. Oui, puis on en parle encore aujourd'hui, donc c'est pas pour rien. Non, c'est clair. C'est que c'est marquant. Et je l'ai toujours sur ma machine et je joue régulièrement. Ouais, en attente de Half-Life 3. Ouais, tu ne verras jamais le jour, je pense. Ouais, je sais pas où ils valent, je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, je sais pas. Ils ont pas envie de se faire chier avec ça, je pense. J'ai l'impression. C'est ça, oui. J'ai l'impression qu'ils veulent pas rentrer et puis ils veulent pas débourser des dollars de développement. Ouais, je pense. Enfin, un jeu tous les 10 ans, puis voilà. Oui. Half-Life en VR. En tout cas, c'est très beau et si vraiment ça se concrétise jusqu'au bout, je serai un des premiers à acheter le truc. Si vraiment avec une version remasterisée, si c'est toujours le même jeu avec la même jouabilité, la même histoire, je le referai grand plaisir avec des graphismes beaucoup plus sympas. En tous les cas, c'est très beau et ce jeu méritait, je pense, parce qu'à l'époque, c'est quand même très précurseur avec cette introduction où on t'accueille avec une voix off, on t'explique, là, tu passes dans un train, t'arrives dans un truc. Enfin, on avait tous été abasourdis par ce jeu qui nous avait vraiment emmenés dans un monde différent, des choses qu'on ne connaissait pas. Et puis, il fallait résoudre des énigmes en même temps, sortir des pièces. C'était super jeu, quoi. Vraiment, c'est ce qui a donné, je pense, toute la lignée des jeux qu'on connaît aujourd'hui. C'est une vraie référence. Ouais, si c'est beau, quoi. C'est vraiment magnifique. Alors les personnes qui sont peut-être pas familières aux jeux vidéo vont peut-être pas savoir ce que c'est que le ray tracing et je vous propose aujourd'hui de revenir sur ces notions qui sont un peu complexes. J'ai regardé pas mal sur internet ces notions parce que je les maîtrisais moi-même pas bien, je savais pas expliquer ce que c'était le ray tracing. On parle aussi de path tracing aujourd'hui qui est un autre genre de ray tracing on va dire. Et on va faire un petit point légèrement théorique pour expliquer. Le petit point paperboard. Je vais me lancer là-dedans. Alors en fait, le ray tracing, on croit que c'est nouveau dans le jeu vidéo, mais en fait, c'est une technique très ancienne qui date des années 60. Ça a été théorisé dans ces années-là. Et c'est une technique de modélisation de l'éclairage d'une scène. Si on traduit ray tracing en français, traçage de rayons, tout simplement. Donc on trace des rayons, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et ce n'est que récemment que cette technologie a été introduite dans les jeux vidéo, cette fois-ci en temps réel, puisque la puissance de calcul nécessaire est vraiment conséquente. Déjà à l'époque, les premiers films d'animation, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il fallait générer toute la scène en question du film toute la nuit, et les PC, ils étaient à fond en train C'est comme si on mettait une voiture sur une autoroute à 240 km/h, on la fait rouler pendant 20 heures, c'était un peu pareil, le PC ressentait un peu la même chose, quoi. Donc le ray tracing, ça fonctionne avec un système qui lance en fait un rayon dans une scène à travers le point de vue du joueur, qu'on peut aussi appeler la caméra comme sur le schéma, qu'on peut aussi appeler l'œil virtuel, en termes plus théoriques. Donc c'est l'inverse du nom de fonctionnement parce que là c'est vraiment le rayon qui part de la caméra, c'est pas la lumière qui nous parvient. C'est comme ça que fonctionne le ray tracing technologiquement parlant. Et alors accrochez-vous, même si c'est pas si compliqué que ça, j'espère que je vais bien m'expliquer. Tu seras noté à la fin, comme d'habitude, bien sûr. Alors en fait, chaque fois que le rayon interagit avec un objet,
l'effet de cet objet sur le rayon, il est calculé, sa couleur, sa transparence, son orientation, et ce rayon, il va continuer d'être suivi pendant qu'il rebondit dans la scène jusqu'à ce qu'il croise une source de lumière. Ce calcul, il est effectué pour chaque pixel de la scène, donc du coup, quand on a des résolutions supérieures comme la 4K, le ray tracing, ça morfle aussi plus. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils mettent le DLSS, parce que sinon, ce serait horrible, même pour les cartes actuelles qui coûtent très cher, de faire tourner cette technologie. Et ça permet d'obtenir une technique d'éclairage incroyablement réaliste mais très exigeante, parce que avant qu'on introduise le ray tracing dans les jeux vidéo, on avait des techniques très convaincantes, mais c'était des petites techniques ici et là qui permettaient de recréer la lumière. Mais maintenant on a cette possibilité de faire des simulations très poussées de la lumière dans les jeux. Ça se voit surtout avec les reflets en particulier. On voit que le ray tracing ça a bouleversé la gestion des reflets. Et en effet, je vais y revenir parce qu'on parle des reflets, mais il y a aussi les ombres, il y a aussi d'autres phénomènes qui rentrent en compte. C'est très compliqué d'expliquer le fonctionnement de la lumière et de le recréer dans un jeu. On le voit aussi avec l'eau dans les jeux. Déjà, l'eau, avec tous les systèmes de reflets, réfraction, ça, et j'en c'est passe. fort, par contre, Ça, c'est incroyable d'arriver à faire des rendus pareils et c'est très très coûteux. Alors le ray tracing est utilisé au cinéma depuis longtemps pour les effets spéciaux et ça demandait, comme j'ai dit, des heures de traitement. Maintenant on peut le faire en temps réel avec les cartes comme les Nvidia RTX qui ont une unité spécialement faite pour travailler justement ces simulations en temps réel, et en fait ça permet en même temps d'accélérer les calculs pour nous permettre d'avoir l'image en temps réel. Parce que sinon on serait à du 2 FPS et ce serait injouable. 2 FPS, là tu pleures. Tu perds, voilà. FPS diapositive là. Stop motion. Alors au début, le ray tracing dans les jeux vidéo, quand ça a commencé, c'était à partir de début PS4, je crois, on commençait à en parler, c'était que au PC. Sur PC, c'était il y a une dizaine d'années, c'était assez rudimentaire. Les jeux ont progressé au-delà maintenant au niveau de leur qualité et des textures, mais c'était restreint aux ombres et aux réflexions, comme tu disais Willy, alors que maintenant c'est proposé de différentes manières. Alors j'ai une autre image à vous montrer, j'en parlerai juste après. On a d'autres phénomènes qui existent aujourd'hui, je reviendrai là-dessus, comme l'illumination globale, c'est-à-dire... je vais en parler après. Là, c'est déjà autre chose, mais en gros, au début, c'était assez rudimentaire. On n'avait que les ombres qui avaient le ray tracing, ou alors les reflets. Je dois avoir un exemple juste après. Voilà, c'est cette image-là avec plusieurs jeux qui sont montrés et on peut voir au fil du temps, avec une démo technique sur la toute première image, puis différents jeux. En bas, vous pouvez voir des mots-clés. Et en fait, les mots-clés, c'est les aspects du jeu sur lesquels il y avait le ray tracing appliqué. Troisième image, il y a Shadow of the Tomb Raider. On peut activer le ray tracing sur le jeu et ça ne concerne que les ombres. Battlefield 5, ils ont fait beaucoup de com là-dessus, c'était que sur les reflets. Quand on voyait, là c'était un tramway sur l'image, on voit pas parce que c'est vraiment zoomé, mais on voit vraiment le reflet du décor généré en temps réel et c'était très impressionnant. Mais plus récemment, on a eu un jeu comme Atomic Heart, lui qui faisait à la fois le ray tracing sur les reflets et sur les ombres. Et on a à l'inverse Metro Exodus qui est sorti il y a quelques années, qui activait le ray tracing sur ce qu'on appelle l'illumination globale et l'occlusion ambiante. C'est là que je vais revenir un peu en arrière. Je vais commencer par le plus simple. L'occlusion ambiante, ce qu'on appelle aussi l'occultation ambiante, si on le traduit en français, vous pouvez le voir sur l'image. Quand vous avez un décor basique sans aucun éclairage, ça ressemble à ce que vous voyez à droite. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. De base. Et à gauche, on voit une ombre portée. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que dans ce renfoncement là, c'est beaucoup plus sombre en fait. Ça en fait, c'est l'occlusion ambiante. C'est les endroits où la lumière pénètre plus difficilement. On recrée en fait une ombre supplémentaire et avec le ray tracing, on peut le faire mais de manière extrêmement fidèle maintenant. Donc c'est plus on va dire mieux que réaliste. ambiante. C'est surtout réaliste parce que là, en réalité, vu que le soleil arrive de la droite, bien évidemment que dessous il n'y a pas de lumière. C'est assez réaliste. C'est que l'ombre a différentes formes et différentes densités. Donc c'est ça que ça gère. C'est plus on voit qu'il y a des ombres plus ténébreuses que d'autres et plus ça rend effectivement un bloc 3D réaliste. Tout à fait. Je dois avoir une image un peu qui parle cette fois de l'illumination globale. Donc là, vous pouvez voir en fait que les rayons sont projetés sur l'objet puis reprojetés. C'est la technique qui a été utilisée pour Metro Exodus, ce qui donne des éclairages vraiment incroyables pour le jeu. Le jeu est sublime. En plus, c'est en monde ouvert, donc c'est complètement dingue. Et la DA est vraiment somptueuse. Donc voilà.
Aujourd'hui, on parle même de path tracing et ça a été utilisé dans Cyberpunk justement. Ils ont sorti un mode overdrive et apparemment en fait ça utilise la technique de path tracing. Ce qui est un peu bizarre, c'est que sur internet ils disent que c'est du ray tracing amélioré alors qu'en fait la technique n'est pas exactement la même. D'un point de vue théorique, en fait, c'est une technique plus récente qui a été élaborée dans les années 80 cette fois, 20 ans plus tard. Mais qui permet d'arriver à la même fin, simuler la lumière dans un environnement. Et cette fois, en fait, c'est des centaines, voire des milliers de rayons qui sont envoyés à la fois, mais cette fois-ci depuis une source lumineuse. Donc c'est vraiment la lumière telle qu'elle existe, nous, dans le monde physique. Ça ne part pas de la caméra et ça finit pas à la source de lumière. Le rayon commence de la source lumineuse, rebondit sur tous les objets et ça finit ensuite dans le point de vue du joueur. C'est une technique qui est... alors là, j'ai lu aussi un peu tout et son contraire. Il y en a qui disent que c'est moins coûteux en ressources, d'autres qui disent plus coûteux. J'aurais tendance à penser que c'est plus coûteux parce que quand on voit la config qu'il faut avoir dans ce mode overdrive de Cyberpunk, voilà, surtout que si on base sur la théorie, ça ressemble plus à un vrai système dans la vraie vie de la manière dont les choses sont éclairées. Ça passe par les sources lumineuses, elles vont partir par la caméra. Et là, pour le coup, c'est la carte qui est importante, puisque autant avant, le processeur était utilisé, maintenant pratiquement plus. Il sert à animer autre chose, mais pour le coup, là, il faut vraiment avoir la carte qui va bien. C'est pour ça que quand tu regardes aujourd'hui, tu sors avec des cartes 12 Go de RAM en DDR6. Bon, ça veut dire que là, les calculs en tampon, ils sont monstrueux. Oui, bien sûr. Déjà 8 Go, ça commence à taper, mais 12, chez DDR6, ça demande des grosses configs. Je regardais les 40-60, 12 Go de DDR, ça pique. Oui. Et encore, le prix est devenu raisonnable. Si vous voulez acheter une carte, c'est maintenant. Oui, ça a baissé. Là, ça a baissé. Oui, tu prends une 3060 Ti, c'est 340 balles, quoi. Tu vois, c'était 2000 balles encore il y a pas très longtemps. Pour le coup, là, t'as une bonne carte, tu vois, avec 8 Go, voire jusqu'à 12 avec les OC, là, c'est moins de 400 balles. Donc, si tu veux un truc qui tient la route pour jouer à des super jeux, c'est le moment d'aller acheter une carte. Parce que je pense que ça va redevenir, ça va remonter légèrement. Donc allez-y. J'ai peut-être une vidéo de Cyberpunk qui montre un peu tout ça. Alors je sais pas si non, c'est pas celle-là, donc je vais revenir à celle qu'on avait diffusée au début. Alors, dans le comportement de la lumière qu'on arrive à bien gérer maintenant avec le ray tracing, c'est qu'admettons si la lumière elle part d'une source et qu'elle nous parvient, parfois ça peut être filtré par différentes matières translucides. Et aujourd'hui, on arrive à refaire ça. Il l'avait présenté dans une ancienne démo technique. On voyait une voiture dans une jungle et ils montraient le comportement de la lumière, les reflets sur la carrosserie. Et ils expliquaient que la matière reflétait d'une certaine manière la lumière, l'absorbait d'une manière très précise, ce qui donnait des reflets assez uniques. Mais en plus de ça, par-dessus, ils avaient expliqué que maintenant, on pouvait, si par exemple il y a de la terre qui se rajoute en temps réel sur les matériaux, eh bien la lumière va se comporter différemment. Avant, on ne le faisait pas. Donc toute cette surcouche, la matière en elle-même, le type de lumière utilisée qui peut être déjà filtré par un autre élément, etc., et ben ça donne une lumière de plus en plus réaliste. Et vous imaginez bien qu'en termes de calcul, c'est énorme. Surtout quand en plus dans des jeux vidéo on a le soleil qui bouge et qui se couche. Exactement. Donc avec différents types de luminosité. C'est ça, exactement. Et Cyberpunk, je pense que c'est peut-être le meilleur exemple aujourd'hui quand on voit ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est là que je peux faire ma transition avec la Gamescom, puisque Cyberpunk a naturellement été montré lors de cette présentation. Alors juste avant, je voulais vous montrer un trailer d'un jeu qui n'était pas attendu pour la Gamescom. C'est Little Nightmares 3 qui s'est enfin montré. Alors c'est un jeu horrifique où on contrôle de petits personnages dans un monde vraiment cauchemardesque. Et là, la suite a été annoncée, personne ne l'attendait. Les développeurs ont changé, c'est plus Tarsier Studio qui a fait les 2 premiers jeux, mais cette fois-ci Supermassive qui est connu pour les jeux horrifiques Until Dawn de Dark Pictures. On retrouve notamment plein d'acteurs connus comme Rami Malek dans Until Dawn. C'est joli en tous les cas. Et c'est très joli, dans la même veine que les 2 premiers. Ça change un petit peu, on a des décors un peu désertiques et on jouera 2 personnages. Coop, visiblement. On peut le faire en solo, il y aura une IA, ou alors on le fait en coop local ou multi. Donc un petit jeu très attendu qui a vraiment très très bien fonctionné. Maintenant Cyberpunk. Si tu veux, oui, si tu peux nous donner déjà ton avis sur ce que tu as pu voir. Écoute, alors déjà, moi j'ai un problème en ce moment, si vous voulez. Je suis dans cette période, j'ai d'autres choses à faire aussi, mais où rien ne me dit en ce moment.
parce que j'attends que Starfield et Cyberpunk. Donc c'est pas la première fois que je vis ça dans ma vie de gamer, tu vois, c'est que t'as le juillet-août, t'es là, mais il y a rien. Enfin si, il y a Baldur's Gate 3, mais je peux pas me permettre de l'installer puisqu'il va me prendre tellement d'heures que je le ferai plus tard. Je le ferai évidemment, mais après, parce que sinon j'aurai pas le temps de finir. Ils ont rajouté énormément de choses dans le DLC. Des choses qui m'ont l'air très intéressantes. J'ai été un peu même surpris de voir arriver une arborescence pour la relique. Je me dis voilà, un truc c'est vachement bien. Ça c'est cool. Ça va être bien parce que visiblement ils ont vraiment pris leur temps et on voit pourquoi ils ont pris leur temps. Je pense qu'il y a une densité incroyable, sachant qu'en plus il y a des choses qui vont les filer complètement gratuitement. Je les connais, les mises à jour de menu, etc. C'est pas besoin d'acheter le DLC pour ça. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont trouvé la bonne solution pour qu'on redesign un peu le personnage et qu'on revoie un peu le build qu'on lui avait fait, peut-être de façon plus logique. Peut-être qu'on va peut-être un peu moins marcher sur le jeu aussi et que ils vont augmenter un peu les niveaux de difficulté. Les combats en voiture, bonne idée. Donc ils refont la police aussi. Ça depuis le temps qu'ils l'avaient dit, mais en tout cas dans le jeu de base. Les trucs sont spectaculaires en tout cas. Rien que ça, moi je suis curieux de voir ce que c'est également, d'avoir cette relique et tout ce rework qui a été fait à l'intérieur. Ça donne une bonne raison d'y revenir en plus effectivement de toute l'histoire et des intrigues qu'ils vont faire par rapport à Phantom Liberty. C'est un développeur qui aime son jeu. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est malgré le lancement approximatif à cause des old gen en particulier, et puis certainement des actionnaires qui pressaient un peu le pas. C'est pas tous les développeurs qui font ça, c'est pas tous les boîtes qui font ça, et on voit que le DLC il claque. C'est comme je vois que c'est c'est comme The Witcher 3 avec Blood and Wine, ils y vont pas de main morte. Ils te demandent des trucs que t'as pas demandé, ils t'en rajoutent. T'en veux plus, t'en as encore. Mais je suis confiant. Vraiment, je suis confiant parce on voit qu'ils aiment leur jeu et qu'il y a des choses intéressantes qui vont donner envie d'y retourner. Alors, je sais pas. Par contre, il y a eu une rumeur comme quoi il y aurait qui glisserait une autre fin, ce qui m'étonnerait, ce qui m'étonne quand même. Mais il y avait une rumeur comme quoi, mais ils semblent pas mettre ça en avant dans leur promo par rapport à la liste des choses qu'il y a de nouveau. Donc je vois pas trop ce qu'ils pourraient apporter de plus. Ils vont pas changer radicalement l'idée qu'ils avaient de leur jeu. Donc on verra. Mais en tout cas, je suis confiant. Puis j'ai hâte de retourner à Night City, tout simplement. Ouais, c'est clair. Non, le DLC a l'air vraiment méchant. Même graphiquement, tu regardes, il y a des trucs. C'est balèze. C'est assez balèze. Surtout que même sur console, ils revoient le truc encore. Ils raméliorent. Ils s'arrêtent jamais. Quand je vois qu'ils font des mises à jour, encore une mise à jour sur Witcher 3. Ils s'arrêtent jamais de mettre leur jeu à jour. C'est incroyable. C'est tellement rare. Je pense qu'il y a des bonnes mises à jour en plus. Oui, mais c'est ça. Puis c'est aussi, je pense, effectivement, la sortie de Cyberpunk qui était tellement catastrophique. C'était une image un peu bizarre, parce qu'ils ont pris cher quand même. Ils ont ramassé épais. Je pense que là, ils ont envie aussi de montrer que c'était pas de leur propre chef d'avoir sorti un truc qui était pas fini. Et donc au fur et à mesure, je pense qu'ils remettent sur le tapis à chaque fois la qualité de leur travail. Et là, pour le coup, tu regardes tout ce qui sort, c'est super propre, quoi. Pour moi, il y a que c'est des projets qui fait ça et le Games avec No Man's Sky qui depuis des années balance mais c'est incroyable, gratuit, que des grosses mises à jour gratuites et qui ont complètement rattrapé l'image qu'ils avaient et qui maintenant ont inversé même la tendance. Bien sûr. Et eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense que dans leur esprit, ils se sont dit chose que d'autres développeurs auraient pu faire. Genre BioWare avec Anthem ou des trucs comme ça, mais qui n'ont pas fait. Ils ont préféré laisser tomber. Ça fout complet. Les ventes. Non, mais comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment des gros passionnés derrière. Et c'était pas un gros studio au départ quand tu regardes. Donc. Puis ils ont d'autres projets avec cette licence Cyberpunk. Donc le but c'est que ce soit vraiment. Je sais pas. Moi j'ai l'impression quand je les vois qu'ils veulent, dans leur idée, c'est d'en faire une licence culte, et qu'elle le soit comme The Witcher et qu'ils puissent dire vas-y, je vais fermer Cyberpunk, c'est super. Grand 6 photos, tu vois, comme ça. Parce que le 6 est dans les clous là. Il y avait les rumeurs, on en reparlera quand on en saura un petit peu plus. J'ai lu un truc là. Bill Clinton veut y jouer en tout cas. Mais c'est quand même dingue par contre, c'est qu'on se rend compte que GTA 5 par contre, ça fait PS3, PS4 et PS5 quoi. Oui. C'est fou, ça fait les 3 générations. Bah oui, mais t'as de l'argent à se faire. C'est un des jeux les plus vendus. C'est pour ça qu'ils attendent pour le 6, tant qu'on vend encore des GTA 5, pourquoi sortir le nouveau. C'est clair. Parce que du coup, les GTA 5 ne se vendraient plus. Donc ils attendent. Vous pouvez voir aussi des images de Modern Warfare 3 qui a été annoncé, alors je ne vais pas parler trop longtemps. C'est le premier Call of Duty qui est une suite directe. D'habitude ils font une pause, ils mettent Black Ops. C'est Call of Duty, Modern Warfare, puis Black Ops, Modern Warfare, Black Ops. Là, ça y est, c'est Modern Warfare 3. Il y aura un mode zombie dedans qui n'a pas encore été dévoilé. Et bonne nouvelle pour les fans des épisodes originaux de Modern Warfare, les 16 maps du jeu sorti en 2009, MW2, Modern Warfare 2. Toutes les maps seront incluses dans le mode multijoueur. Donc c'est vraiment une manière aussi d'attirer les joueurs qui seraient partis pour les faire revenir. Ouais, c'est pas...
Mais voilà, c'est du recyclage. Le gameplay qu'on a vu, c'est toujours pareil, même si la mise en scène est. La mise en scène est toujours vachement bien. Elles sont toujours un peu prenantes, les campagnes. D'ailleurs, c'est un peu le point fort, je trouve, moi, du truc. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme d'habitude. On se pose des questions. On se demande, on va peut-être faire une pause de 2 ans, puis de faire une licence annuelle parce qu'on sent que les joueurs, ils en ont un peu marre. Puis en fait, non, il y a trop de pognon à faire. On va quand même sortir la licence. Assassin's Creed-like, quoi. Bon, il n'y a pas de concurrent vraiment direct, et puis les gens qui sont sur code, ils restent sur code, quoi, mais la lassitude, elle arrivera tôt ou tard, de toute façon. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, peut-être qu'elle arrivera dans 5-6 ans, mais. Je pense qu'ils ont peur, parce que d'un épisode à l'autre, il y a eu quand même des flops ces dernières années. Surtout Warzone, les gens ont vraiment lâché Warzone, donc bon, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pour ça qu'ils font des events pour dire, hey, regardez, on va annoncer le jeu là-dedans, revenez dessus. C'est ça, bah oui. On a l'impression de voir toujours la même chose, Moi, il y a ces jeux comme ça, là, les FPS, là, parce qu'ils avaient montré l'autre, là, j'ai bouffé le nom. Battlefield Non, un qui a été annoncé aussi. Bon, ça va revenir. Delta Force. Quand tu vois je pense que c'était du Battlefield d'ailleurs quand je l'ai vu. T'as l'impression de voir la même chose, de la même façon que quand tu vois des jeux Medfan, des JRPG, des trucs comme ça, t'as l'impression de voir toujours le même jeu. Quelquefois t'as plusieurs annonces de jeux médiéval fantasy, mais c'est le même jeu là. Voilà, parce que là on est un peu entre les Genshin Impact, etc. Là, en ce moment on a des jeux qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est bien qu'on a des Little Nightmares qui sort un peu avec un aspect différent. Tu dis bah ça change un peu. Ouais. C'est vrai. Mais la code, bon, ça reste un bon jeu. Quand t'aimes ça, ça reste quand même assez. C'est carré, mais bon, c'est un peu lassant. C'est toujours la même chose, quoi. C'est ça le souci. La petite nouveauté, c'est que dans ce mode solo, il y aura des missions qu'ils appellent Open Combat, et en fait, on sera dans un décor plus ouvert et on aura la liberté de réaliser les missions comme on le veut, discrètement. Ah, ça c'est bien, ça. En mode bourrin, on fait tel objectif ou pas. Ouais, c'est bien. Donc c'est vraiment le minimum syndical, mais c'est peut-être à saluer. Il y a d'autres jeux que j'aurais pas l'occasion de montrer en détail qui avaient l'air sympa. Crimson Desert qui est un peu entre. Red Dead. En fait, j'ai peur de comment ça va rendre. J'ai peur de la promesse en fait, parce que ça mélange à la fois du RDR, Red Dead Redemption, Zelda, le parcours d'Assassin's Creed. Moi, c'est plus les combats quand je les vois, je trouve pas. Je sais pas, je perds la biche, je sais pas où ils vont là. Je sais pas où ils vont, voilà. Normalement, c'est un MMO en plus, normalement, parce que c'était censé prendre la suite de Black Desert. Ils nous font un trailer super tous les ans. Le concept évolue de plus en plus. Il n'y a jamais de date. On ne sait pas s'il sortira un jour ce jeu. Je sais pas. C'est c'est Star Citizen, quoi. Ouais. Sauf qu'au moins Star Citizen, il y en a qui jouent. Là, c'est pas. Oui. Et là, maintenant, ça part un peu dans tous les sens. Je sais pas. C'est vrai. Moi, ça m'a étonné au début. Je me suis dit, je me rappelais plus. Je pensais même pas que c'était ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et quand on voit toutes les énigmes, ça a l'air vraiment très riche. Et je me dis, oula, vous avez intérêt à mettre le paquet parce que, c'est déjà super impressionnant. Mais j'ai peur de cet aspect promesse, vitrine technique. Ouais, c'est ça. Mais par les bis, c'est un peu le problème. Ils avaient fait ça avec Tokevi. On n'a plus de nouvelles. Et ils font toujours des trailers. Les gens disent, waouh. Et après, 5 ans après, t'as toujours pas le jeu. Tu sais pas. Parce que je pense qu'ils n'ont pas leur concept. Ils font des mots comme ça. Et puis, ils savent pas ce qu'ils mettent dans le jeu. Et ensuite? Et il y a Alan Wake 2 qui a été montré. Je crois que non, c'est pas cette image du tout. Je sais pas du tout. Non, ça doit être. Voilà, c'est celle-là. C'est ça, oui. Parce qu'on reconnaît avec les éclairages. Donc, Alan Wake 2 qui sortira le 27 octobre. 13 ans après la sortie du premier opus, on sera à nouveau dans la peau du célèbre auteur à succès de thriller policier qui était en panne d'inspiration dans le premier jeu, qui partait avec sa femme en vacances et sa femme disparaît. Son dernier livre, dont il ne se souvient pas, refait surface et prend vie et se met à littéralement infecter le monde et prendre possession des objets, des personnages. La suite va être beaucoup plus cauchemardesque. Ils ont proposé un thriller en live action qui brouille un peu cette perception de réalité. Parce qu'on a les personnages en réel dans le jeu, on aura un autre personnage jouable, donc ça c'est vraiment très attendu. Mais c'est bien faire ça. C'est Remedy qui développe le jeu, pour rappel, ils ont fait Max Payne. Et Control surtout. Et Control, ouais. Et tous les univers seront liés, donc on retrouvera très certainement dans ce jeu les anciens jeux. On aura aussi l'occasion d'en reparler plus en détail quand ça ressortira. Pas mal de petits jeux qui ont été annoncés, mais voilà. Je tenais, pour terminer Checkpoint, à aussi rappeler que à la mission locale, on va avoir des forums qui vont arriver le mois prochain. Le 18 septembre, il y aura Mail Cap sur ton avenir. Il va y avoir un forum de l'égalité professionnelle. Il va y avoir de nouveaux cafés de job avec Unicité le 20 septembre. Et un autre d'ailleurs l'après-midi, donc vous aurez l'occasion de retrouver tout ça parce que là on n'a pas trop le temps sur les réseaux sociaux. Ça marche, merci en tous les cas à toute l'équipe parce que c'est l'heure de nous quitter bien évidemment. 11h57, on vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de semaine, j'espère avec un temps un peu meilleur. On se retrouvera la semaine prochaine, jeudi prochain, même jour, même heure, 10h, 12h pour une nouvelle matinale. D'ici là, prenez soin de vous et profitez du soleil. On va se quitter qu'un vieux morceau, vous allez vous retrouver, c'est Tears for Fears
Mais pareil, un titre que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter, mais qui est une bombe. C'est Pal Shelter, tout de suite. J'ai l'album sur les radios. Salut, ciao ciao.